Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire du cycle Les invités du Clémy. Le premier portait sur le journalisme de guerre avec comme invité le Clémy de l'Académie de Normandie, Céline Thierry et Géraldine Coquet, qui nous ont présenté des pistes pédagogiques pour travailler sur ce sujet. Et vous pouvez évidemment retrouver ce webinaire en replay sur le site du Clémy. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour parler en cette journée du harcèlement de cyberharcèlement, donc du version numérique du cyberharcèlement. Et je vais laisser la place pour introduire notre invitée à Virginie Sassoun, directrice adjointe du Clémy. Bonjour à toutes et tous. Merci Pauline pour cette introduction. Donc nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Béatrice Kammerer, qui est journaliste et experte en éducation et en parentalité. Nous avons eu la chance de collaborer avec elle autour d'un ouvrage, Nos ados sur les réseaux sociaux, que je tiens ici même dans mes mains. Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur. Alors le sous-titre peut sonner un petit peu dissonant, surtout dans cette journée où on va parler de la lutte contre les cyberviolences et le cyberharcèlement. Mais Béatrice aura l'occasion de nous expliquer, de revenir sur le positionnement qu'elle a choisi de défendre dans son ouvrage qui a été édité par Le Clémy et Canopé. Alors, c'est une enquête que Béatrice a menée entre juillet 2022 et janvier 2023, qui a mobilisé plus d'une vingtaine d'entretiens de chercheurs, d'experts. Et son ouvrage est composé de 5 grandes parties qui abordent la question de la parentalité à l'ère du numérique, la question de la régulation du temps d'écran, la question aussi de la lutte contre les infox et l'apprentissage de l'information, la socialisation en ligne, et c'est dans cette partie-là que Béatrice a abordé cette question des cyberviolences et du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, l'ouvrage se conclut par une dernière partie qui est une question existentielle que les adultes devraient se poser aussi, qui s'intitule « Devenir adulte sur les réseaux sociaux ». Alors ce webinaire, on va l'organiser en 2 grandes parties. On va commencer par comprendre ce que sont les cyberviolences, le cyberharcèlement, les identifier, les définir. Et puis, dans la deuxième partie, on va réfléchir ensemble avec Pauline également, que je vais solliciter en tant qu'experte de l'éducation média à l'information, et puis enseignante également, puisque même si tu es au Clémy, tu as été enseignante, Pauline, et tu pourras nous faire part de ton expérience. Et puis enfin, dans la troisième partie, évidemment, on répondra à toutes vos questions. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une question pour toi, Béatrice, qui est comment pourrait-on qualifier la spécificité du harcèlement et peut-être plus précisément aussi, puisque c'est la question qui va nous occuper, du cyberharcèlement dans le cadre scolaire, dans l'expérience spécifique que vivent les adolescents. Oui, alors merci de commencer par cette question, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu gênant avec d'avoir un seul mot harcèlement pour parler en fait de phénomènes qui sont quand même d'une certaine manière assez variés, entre le harcèlement au travail, le harcèlement entre conjoints, le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel et puis le harcèlement scolaire. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant à la fois de montrer qu'il y a des continuités entre tous ces phénomènes, notamment les phénomènes de domination, les enjeux de domination et les questions du sexisme. Je pense qu'on va revenir plusieurs fois dans cette webinaire dessus. Donc voilà, il y a des points communs, mais il y a aussi des choses qui différencient le harcèlement, et en particulier le harcèlement scolaire. C'est vrai qu'on est vraiment à une période un peu particulière. On le met souvent en avant comme étant un phénomène un petit peu propre au collège. Alors évidemment, il existe avant, on l'a à l'école primaire, et puis on en a aussi au lycée professionnel également. Mais c'est vrai qu'on a cette période du collège qui est un petit peu particulière sur cette question de harcèlement, et c'est un peu la période où en fait les adolescents construisent leur rapport aux autres, expérimentent aussi leur manière d'être dans le groupe, d'avoir une place dans le groupe, et donc toutes ces dynamiques de groupe conduisent aussi à un certain nombre de faux pas, parce qu'on peut croire un peu à tort que être le dominant, c'est une manière d'être intégré dans le groupe, dominer de manière violente en fait les autres, c'est une manière valable de s'intégrer dans le groupe. Donc voilà, donc ça c'est le genre de faux pas qui peuvent se rectifier. Donc moi, ce qui est important et peut-être le point qui me tient le plus à cœur, c'est de rappeler l'éducabilité en fait de cette période-là, et qui se distingue pour moi quand même du harcèlement à
l'âge adulte, où là, on met les gens devant leurs responsabilités, ils savent déjà quand même ce qui est autorisé ou non. Là, on est vraiment à une période où le rôle éducatif, le rôle des adultes est prégnant, et le regard aussi qu'on a sur ces jeunes et sur leur capacité à évoluer, qu'ils soient harceleurs ou victimes, à s'émanciper de ces étiquettes-là, est fondamental. Oui, peut-être un petit mot. Oui, si je peux rajouter un petit élément aussi. En France, on a le mot harcèlement aussi pour parler donc de tous ces phénomènes de harcèlement scolaire. Faut remarquer quand même que dans les pays anglophones, ils ont plusieurs mots pour dire ça. Voilà, on a par exemple le mot bullying, donc qui veut dire plutôt l'intimidation. Donc on est vraiment sur ce rapport de domination. C'est le petit caïd qui malmène un peu ses camarades. Et puis on a par exemple le mobbing qui désigne davantage la dynamique de groupe, cette espèce de phénomène d'entraînement où il y a une surenchère et où on va être un peu voilà. Donc il y en a au moins deux, il y en a d'autres, hein, mais c'est juste pour dire que en France, on a choisi le terme harcèlement et on a un petit peu du coup perdu les autres sens derrière. Voilà, ce qui peut aussi donner un peu de confusion. Oui, donc un phénomène qui mérite d'être précisé dans le cadre scolaire au moment de l'adolescence. Et ce que vous dites, c'est cette éducabilité justement qui crée aussi un contexte particulier pour nous en tant que communauté éducative pour accompagner et pour lutter aussi contre ce phénomène. Alors, je le disais rapidement en introduction, dans votre ouvrage qui est une enquête, vous avez abordé cette question du cyberharcèlement, des cyberviolences sur une génération qui grandit avec les réseaux sociaux. Donc, quels sont les principaux constats que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui ? La première chose, quand on s'interroge un peu sur l'évolution du phénomène, effectivement, Internet a créé des nouveaux territoires, des nouveaux lieux. Donc, le cyberharcèlement, c'est un phénomène nouveau dans le sens où, avant, on n'avait pas ces espaces-là, et donc, notamment ces espèces de liberté. Alors, je fais un petit pas de côté peut-être par rapport au thème du jour, mais on sait que les espaces de liberté des jeunes, les espaces physiques se sont beaucoup réduits en fait au fil des dernières générations, les laisse de moins en moins leur possibilité d'explorer sur le plan même géographique. Vous avez peut-être vu passer ces études qui montrent en quelques générations le périmètre que les jeunes sont autorisés à parcourir seuls. Alors au début de l'adolescence, qu'il n'a pas cessé de restreindre. Donc voilà, on a cette restriction de l'espace physique, des lieux où les jeunes peuvent se rencontrer, et parallèlement, on a eu l'essor des réseaux sociaux. Donc oui, ce sont des nouveaux lieux où les jeunes interagissent entre eux, donc forcément, c'est des nouveaux lieux où il peut y avoir des violences. Donc on a quand même assisté à cette espèce d'émergence du phénomène de cyberharcèlement par la création tout simplement de ces nouveaux lieux d'échange. L'autre point qu'on peut faire remarquer et qui a été beaucoup cité par les chercheurs aussi que j'ai pu interviewer donc sur cette question du cyberharcèlement, c'est que en France, on a en fait la prise de conscience du cyberharcèlement est intervenue dans un contexte très particulier et un contexte dramatique, puisque on a commencé réellement à parler de cyberharcèlement en 2013, donc au moment où, à quelques semaines d'intervalle, 2 jeunes collégiens se sont suicidés et ils étaient par ailleurs victimes de harcèlement et ou cyberharcèlement, en tout cas au moins pour l'une des deux. Et donc voilà, et donc ça veut dire que la prise de conscience de ce problème a coïncidé avec ces événements terribles, et on a un petit peu associé les deux par la force des choses. Ce qui a eu des aspects positifs parce que prise de conscience, et des aspects négatifs aussi parce que justement amalgame, à tel point que l'une des chercheuses, par exemple Margot Déage, dont je vous encourage à lire le livre qui est vraiment excellent issu de sa thèse, expliquait que quand elle disait autour d'elle qu'elle travaillait sur le cyberharcèlement en particulier, on lui disait ah oui, alors et donc les suicides, comme si c'était vraiment l'un n'allait pas sans l'autre, et qu'il n'était pas possible d'envisager qu'on puisse être cyberharcelé sans en arriver à, par exemple, des tentatives de suicide, ce qui conduisait aussi, et c'était vraiment un effet pervers, à un manque de prise en considération des phénomènes dans les cas où ça n'aurait pas été jusqu'à des tentatives de suicide, par exemple. Donc, faut quand même garder à l'esprit ce contexte de prise de conscience particulièrement dramatique et qui teinte complètement notre regard éducatif et notre action là-dessus. Ça, c'était vraiment un premier constat.
Ensuite, ce qu'on pouvait voir aussi, cette espèce de sensation que ça se démultiplie, est aussi lié à un foisonnement de nouveaux termes. On a eu l'arrivée de plein de nouvelles manières de qualifier en fait les cyberviolences relevant du cyberharcèlement, donc le doxing, le fait de révéler des informations privées sur la vie des gens, le stalking, le fait de le suivre, de l'espionner sur les réseaux sociaux, en particulier évidemment la question du revenge porn, donc de diffuser des images à caractère sexuel contre la volonté de la personne. Donc cette multiplication de termes a aussi donné cette impression que les choses explosaient en fait complètement comme phénomène. Après, quand on regarde de manière un peu plus factuelle, donc là je pense au travail de Benoît Galland, qui est un chercheur aussi dont le livre est vraiment très précieux parce qu'il fait le point un peu sur les données scientifiques, les études scientifiques disponibles là-dessus. Bon, d'abord, rappelle qu'il n'y a pas vraiment de chiffres sur le cyberharcèlement. On a déjà beaucoup de mal à en avoir sur le harcèlement en face à face en milieu scolaire parce que ça dépend beaucoup des méthodologies. Si on interroge plutôt les victimes, si on interroge les témoins, si on interroge les agresseurs, on n'a pas les mêmes chiffres. Mais grosso modo, pour le harcèlement face à face, on a une fourchette qui va de 10 à 30%. Sur le cyberharcèlement, on n'a pas du tout ce genre de chiffres. La seule chose que disent les chercheurs, par exemple comme Benoît Galland, que je cite aussi dans mon livre, c'est que a priori, le harcèlement face à face serait nettement supérieur au cyberharcèlement. Pour une raison assez simple, c'est que dans le cadre scolaire, chez les jeunes, et c'est vraiment, je dis vraiment chez les jeunes, les deux sont très fréquemment liés, à peu près dans 30 à 70% des cas. Donc là encore, vous voyez, on est sur des fourchettes très très vagues parce qu'en fait, les données manquent réellement, mais les deux sont liés. Le cyberharcèlement serait plutôt un prolongement d'un harcèlement en face à face que voilà. Et alors pourquoi ce lien entre les deux? C'est lié au fait que chez les adolescents, le réseau social numérique correspond globalement au réseau social physique. Donc ça, c'est un constat que les sociologues comme Dominique Cardon, par exemple, font depuis déjà pas mal de temps. En fait, ils interagissent grosso modo avec des jeunes qu'ils connaissent déjà ou qui sont des amis d'amis. Donc vraiment en bordure du cercle de connaissances. Ça peut être la classe d'à côté, l'établissement d'à côté, mais grosso modo, ils naviguent très majoritairement avec des jeunes qui connaissent déjà. Donc du coup, s'il y a harcèlement en face à face, eh ben, il peut se prolonger évidemment en ligne. La situation est différente chez les adultes parce que nous, en tant qu'adultes, on interagit beaucoup plus avec des gens qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux en particulier, mais pas que. Ça peut être aussi, par exemple, voilà, quand on a des transactions via Le Bon Coin, Airbnb. Enfin bon, je vais pas citer toutes les applis, mais vous voyez, on a beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de raisons d'interagir avec des gens qu'on connaît pas. Donc, il peut y avoir ces phénomènes de harcèlement qui nous viennent de purs inconnus. Donc voilà, c'est pas ce qu'on retrouve chez les jeunes. Très bien. Alors si je comprends bien ce que disent les chercheurs et ce que vous avez constaté, c'est que pour les adolescents dans le cadre scolaire, on ne peut pas finalement décorréler la question du harcèlement scolaire et la question du cyberharcèlement dans la majorité des cas. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Et puis la réflexion que ça implique, c'est que du coup, on peut pas traiter le cyberharcèlement si on s'intéresse pas au harcèlement en face à face, puisque l'un serait finalement la dérive de l'autre, le prolongement de l'autre. Ce qu'on peut aussi remarquer, qui apparaît, qui a été aussi mentionné par les chercheurs que j'ai interviewés pour mon enquête, c'est les considérations autour de l'impact. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Alors là encore, je prends beaucoup de précautions parce qu'en fait, les données sont vraiment très peu nombreuses concernant le cyberharcèlement. On a beaucoup fait l'hypothèse que le cyberharcèlement pouvait être plus impactant pour les jeunes que le harcèlement en face à face, notamment parce qu'il pouvait concerner beaucoup plus de monde, que les potentiels de diffusion d'Internet faisaient que voilà, toute la planète pouvait être en quelques heures inondée de ce contenu, et puis qu'il allait y avoir des traces qui allaient rester dans le temps. Ce que montre en particulier Benoît Galland, mais pas que, les études qui citent là-dessus, c'est que quand on fait des études rétrospectives, c'est-à-dire que quand on va voir des gens qui ont été victimes de cyberharcèlement et de harcèlement en présentiel et qu'on va 1 an, 2 ans, 3 ans après les interroger pour savoir comment ça va, globalement, ceux qui n'ont été entre guillemets que victimes de cyberharcèlement semblent aller un petit peu mieux que ceux qui ont été victimes de harcèlement en face à face. Et les raisons qui sont invoquées par les jeunes qui vivent ça, c'est que malgré tout, l'écran permet de prendre une certaine distance, de se dire voilà, je me sens moins directement aux prises. Il faut aussi remarquer
remarqué qu'ils n'ont pas peur pour leur intégrité physique. On ne reçoit pas de coups directement, on n'a pas peur d'être agressé physiquement lorsqu'on reçoit des insultes en ligne, même si c'est évidemment très violent. Et puis aussi, il y a toutes ces fonctionnalités de blocage, de signalement qui permet aussi dont on ne dispose pas en face à face et qui ont pu être aussi cités comme des sortes de facteurs un petit peu protecteurs. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il n'y a pas de problème, mais voilà, simplement de temporiser un peu. Merci beaucoup pour ces précisions. Et alors, avant de passer à la deuxième partie de ce webinaire où on va réfléchir ensemble et surtout vous solliciter toutes les deux pour comprendre quelles sont les pistes pour agir très concrètement. Je pense que c'est important de rappeler que dans votre ouvrage, il n'y a pas une focalisation exclusive sur cette. On ne veut pas peindre un tableau trop noir non plus. Et quand on a préparé ce webinaire, je pense que c'est important aussi de rappeler que même si aujourd'hui on parle de la question du harcèlement et du cyberharcèlement, il ne faudrait pas non plus réduire l'usage des réseaux sociaux par les adolescents à cette confrontation, à cette expérience de la violence. Oui, tout à fait. En fait, le point de départ un peu de mon enquête, c'est pour ça que le sous-titre, c'est même pas peur. C'était vraiment donc le constat de base, c'était de se dire que aujourd'hui, les enjeux du numérique étaient très associés à des inquiétudes. Donc en particulier le cyberharcèlement, mais évidemment pas que. La question de la cyberaddiction, la question des infox. Bon, je vais pas toutes les citer, mais voilà, que c'était quand même un discours un peu de la peur qui dominait quand il s'agissait de parler des enjeux éducatifs. Et donc la question que j'ai voulu me poser, c'est est-ce qu'on a raison en fait d'avoir peur? Est-ce que nos peurs sont bien dirigées? Est-ce que on a peur pour les bonnes raisons? Parce que tout simplement, si nos peurs sont mal ajustées, la peur c'est un sentiment très 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 utile, il nous permet de réagir face au danger, mais si nos peurs sont mal ajustées, en fait, on n'y répond pas de manière adéquate. Donc ça a vraiment été le projet du livre et mon point de départ dans mes enquêtes qui ont guidé un peu toutes les interviews. Et donc effectivement, quand on interroge un peu sur ce que font les adolescents avec les réseaux sociaux, il y a ce décalage entre la vision très inquiète des adultes où on a l'impression que finalement sur les réseaux sociaux ils ne font que se harceler et s'envoyer des horreurs et ce que disent les chercheurs quand même qui ont travaillé sur le terrain. Et évidemment ce n'est pas l'activité principale des jeunes. Alors je pense que je vous apprends rien là-dessus, mais c'est toujours mieux en le redisant. Pour les jeunes, les réseaux sociaux c'est d'abord un moyen par exemple d'entretenir des liens avec leurs amis, leurs copains, leurs amis, d'expérimenter les amitiés très proches, les amitiés un petit peu plus lointaines, donc les liens forts et les liens faibles, comme disent les sociologues. Donc ça, c'est évidemment un travail qui est très important à l'adolescence parce que ça correspond à cette période de la vie un petit peu particulière, à cheval entre l'enfance et l'âge adulte, où on va se détacher un peu de ses parents, donc on va chercher d'autres référents, non pas pour les remplacer, mais pour diversifier finalement son cadre relationnel, ses attachements. Et donc voilà, on va se lier avec ses pairs en particulier. Donc voilà, tout ce travail d'élaboration des relations entre pairs est évidemment fondamental et on voit bien qu'il passe beaucoup par les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières séries d'ados, là par exemple j'ai Heartstopper en tête que je viens de terminer avec mes ados et qui mettent en scène vraiment tout le travail d'élaboration, d'interaction que les ados font par le biais des réseaux sociaux. Donc on les voit face à leur téléphone, ils écrivent quelque chose et puis ils corrigent et puis ils remettent, est-ce que je vais mettre cet emoji, est-ce que je vais pas le mettre? Et donc voilà, toute cette réflexion sur comment j'interagis avec l'autre, qu'est-ce que je veux dire, comment j'interagis, si c'est mon amoureux, mon amoureuse, si c'est mon copain, ma copine, mon ami. Donc voilà, donc il y a tout ce travail-là. Évidemment, tout le travail aussi qui va ensemble comment dire, l'apprentissage de la culture des pairs. Donc encore une fois, pour se différencier des parents, donc on va essayer d'aller vers d'autres goûts musicaux, d'autres styles vestimentaires, d'autres manières de parler aussi. Donc tout ça, cet apprentissage de la culture adolescence se passe aussi aujourd'hui par les réseaux sociaux et joue ce rôle d'accompagnement vers l'âge adulte. Alors bon, évidemment, je brosse un tableau très rapide. Évidemment, il y a toutes les questions de l'information aussi en ligne. On sait que plus de 70% des adolescents s'informent en ligne, ils apprennent via plein de contenus, gros consommateurs de vidéos, par exemple de vulgarisation scientifique. On a des rapports maintenant qui le mettent bien en avant. Donc évidemment, ils ne font pas que se cyberharceler
et ils sont aussi des soutiens en cas de cyberharcèlement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important aussi, qui permet de prendre un peu de distance face à la solution de facilité qui consisterait à dire bon bah face pour prévenir le cyberharcèlement, la solution est simple, il n'y a qu'à couper les réseaux sociaux et les outils numériques. Eh ben non, c'est pas si simple parce que souvent même les adolescents qui subissent du cyberharcèlement ont aussi du soutien en ligne. Alors peut-être plus discret, peut-être pas toujours comme on le voit, peut-être pas suffisamment, hein, mais voilà, des petits messages d'amis qui, sans oser s'opposer au harceleur, parfois disent ben je pense à toi, je suis là, c'est difficile, je vois bien que. Donc voilà, donc tout ce travail d'interaction peut être aussi un soutien pour faire face au cyberharcèlement, puis pour faire face au tracas du quotidien. On a plein d'ados qui racontent que ils sont contents d'avoir leurs copains dans leur poche lorsque il y a des conflits avec les parents, lorsque c'est pas facile à la maison. On va débriefer, on va revenir là-dessus et puis on va grandir comme ça. Merci d'avoir fait ce point qui éclaire effectivement la complexité des usages et qui permet aussi, comme vous le mentionnez, d'affronter nos peurs, de les mettre peut-être au bon endroit et pour les aider à grandir, à les accompagner, à les éduquer. C'est une transition toute trouvée sur la deuxième partie qui va concerner plus précisément le rôle de l'éducation aux médias, à l'information dans dans ce cheminement qu'on peut proposer aux adolescents. Et donc, selon vous et par rapport à ce que vous avez pu constater, donc comment l'EMI, l'éducation aux médias, elle peut contribuer en prévention justement de ces comportements qui peuvent faire du mal ou être dommageables pour autrui. L'EMI a évidemment un rôle de premier plan à jouer sur l'information, déjà sur les droits et les devoirs des internautes d'une certaine manière, parce que c'est complètement fondamental et c'est pas toujours simple pour les jeunes. En tout cas, c'est pas inné. Il n'y a pas de digital native. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais spécifiquement aussi là-dessus, c'est pas inné de, pour bien comprendre ce qui est autorisé, ce qui est pas autorisé, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, ça va pas forcément de soi. Je vais peut-être donner un exemple tout bête, mais la question du droit à l'image, par exemple, il y a quand même dans pas mal de familles, les enfants ils sont pris en photo depuis qu'ils sont petits, on met leurs photos en ligne sur Facebook, on leur demande pas leur avis, donc ça va pas forcément de soi qu'en fait c'est pas ok de faire ça avec quelqu'un d'autre, tout simplement. D'ailleurs c'était pas ok de faire ça avec eux, donc évidemment ça commence par les parents, mais ça se prolonge avec l'école. Donc c'est juste pour dire que parfois certaines frontières sont pas évidentes. Est-ce que ça j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai pas le droit de le faire? À quel moment en fait je me mets hors la loi tout simplement, c'est pas très facile. Donc il y a un vrai rôle d'information, alors qui dépasse évidemment le cadre numérique, mais qui se spécifie aussi dans le cadre numérique, parce qu'évidemment une information qui est diffusée en ligne va pouvoir l'être beaucoup plus largement et beaucoup plus rapidement. Donc on n'a pas forcément le même contrôle, on peut pas dire allez je supprime, c'est bon tout. Voilà, parfois le message va dépasser largement ce que son émetteur avait prévu qu'il ait comme impact. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, d'informer à la fois sur les limites de la liberté d'expression en France, parce qu'on a évidemment on n'a pas le droit de tout dire, presque tout, mais pas tout quand même. Donc c'est important de pouvoir reposer ce cadre sans aspect moral, simplement parce que c'est le cadre légal et ça fait repère en fait, ça fait point de référence. Et puis oui, donc cette question de droit à l'image entre autres, mais aussi ça fait partie de l'EMI de sensibiliser à la question de la propagation des fausses informations et donc aux responsabilités que les internautes peuvent avoir par rapport à ça. Et puis évidemment cette question des devoirs est indissociable de celle des droits. Moi j'ai le sentiment que c'est on insiste beaucoup sur les devoirs. Moi je pense qu'il faut aussi beaucoup insister sur les droits parce que c'est très émancipateur pour les jeunes, et les informer sur leurs droits, c'est aussi indirectement les informer sur les droits des autres. Donc comme leurs libertés sont limitées par la liberté des autres, c'est aussi une manière de sensibiliser aux devoirs. Donc on a quand même Internet, c'est pas une zone de non-droit. On a beaucoup voulu nous le faire croire, et je pense que ça a été intégré par les jeunes et les parents eux-mêmes en disant oui on peut rien faire, c'est terrible, c'est un lieu de violence.
oui, c'est vrai, il y a des violences, mais on a aussi des droits et des manières de les réguler. Donc, par exemple, tout ce qui est passé sur la question du RGPD, le droit à faire supprimer les informations qui nous concernent, à les modifier, à les corriger, à demander à ce que certaines soient complètement supprimées des moteurs de recherche. C'est quand même des droits qui sont importants et qui montrent que non, tout n'est pas possible d'être fait sur Internet et qu'il y a un cadre qui nous le rappelle. Les plateformes comme Pharos, de signalement des cyberviolences, c'est quelque chose aussi auquel on peut sensibiliser, que le MI va pouvoir sensibiliser les jeunes, bien évidemment, et puis évidemment toutes les informations concernant les blocages, les règlements, les réglages de confidentialiser sur les applications. En fait, tous les moyens qu'on a de se défendre et tous les moyens qu'on a de se dire qu'on n'est pas démuni, en fait. Donc, il s'agit pas de faire du victim blaming, il s'agit pas de dire la victime est responsable quelque part de la prévention du cyberharcèlement, mais simplement de dire vous n'êtes pas démunis, vous êtes des sujets de droit et c'est important aussi de le faire savoir. Il y a le droit à la déconnexion, alors qu'on pourrait croire un petit peu plus éloigné des questions de cyberharcèlement et plus liées au monde du travail. Il n'empêche que sensibiliser aussi les jeunes à ça, c'est une manière de dire tu as le droit à la tranquillité et si on vient et que on te renvoie des messages, il y a quelque chose qui est anormal là-dedans parce que tu as aussi le droit au repos et à la tranquillité. Et puis je terminerai peut-être sur l'apport de l'UMI par quelque chose de plus centré sur l'analyse des contenus journalistiques parce que très régulièrement en fait on a dans les médias des affaires qui sortent qui concernent pas le cyberharcèlement dans un cadre scolaire ou le harcèlement dans un cadre scolaire, mais qui interrogent aussi les limites de ce qu'on peut publier ou non, de ce qu'on peut dire ou non, des phénomènes de harcèlement de meute et qui peuvent être des objets en fait tout à fait intéressants à analyser avec les élèves, justement parce qu'ils font un petit peu faire un pas de côté. On ne parle pas exactement de ce qui se passe dans un collège et entre élèves, mais on parle de phénomènes qui, par certains aspects, par de nombreux aspects même parfois, peuvent y ressembler. Donc je pense par exemple il y a quelques années à tout ce qui s'était passé autour de la Ligue du LOL, qui avait vraiment donné lieu à énormément de publications journalistiques, et donc la manière dont ce phénomène à la fois avait été décrit, avait été analysé, ça peut être un objet à travailler et qui indirectement viendrait aussi nourrir toute la réflexion sur le cyberharcèlement. Merci beaucoup pour cette réponse très très complète qui appelle aussi un devoir citoyen des adultes, des parents, des grands-parents à transmettre aussi une connaissance des droits auprès des enfants. Alors Pauline, j'ai envie de te poser la question aussi, parce qu'en tant que enseignante, formatrice au Clémy, est-ce que tu as des exemples toi de projets d'éducation aux médias ou d'actions d'éducation aux médias qui ont été particulièrement intéressante et efficace pour la prévention du cyberharcèlement, des cyberviolences? Alors ça va effectivement être des choses qui sont dans la prévention. Après, Béatrice a déjà parlé de beaucoup de choses. Mais il y a certains aspects, donc on est vraiment en amont du cyberharcèlement, comment se comporter en ligne, comment apprendre à publier, comment et ça n'importe quel dans n'importe quel exercice ou projet dans lequel on fait de la publication en ligne, on va l'étudier ça. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Effectivement, je vais pas redire tout ce qu'a dit Béatrice autour de la liberté d'expression, mais on peut aussi parler de tous les projets qui parlent de tout ce qui touche aux stéréotypes. Parce que en faisant des projets médias autour des stéréotypes, des représentations dans les médias, que ce soit les représentations hommes-femmes ou les représentations sociales, les représentations des banlieues, les représentations autour du racisme, autour de la grossophobie, toutes ces questions-là peuvent être abordées quand on parle des stéréotypes, des représentations dans les médias, et ça c'est de l'EMI, et c'est une sensibilisation aussi à comment aborder ces questions-là, comment en parler, et à mettre un petit point d'alerte dans la tête des élèves. Non, ça c'est pas des choses qui sont entendables, ce ne sont pas des choses à dire, ce ne sont pas des choses dans une volonté, enfin sans vraiment être dans une prévention frontale du harcèlement, mais on sème des petites graines sur une sensibilité, sur une empathie à développer, sur une connaissance de l'autre, sur se mettre à la place de l'autre, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand, et vraiment travailler, l'EMI, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, ce travail sur les représentations et les stéréotypes est aussi très important à faire pour lutter contre ces questions du cyberharcèlement.
Oui, et puis peut-être pour prolonger, et ce que tu dis, ça souligne encore les attentes extrêmement fortes à l'endroit de l'école, de la part des parents pour cette sensibilisation et cette prévention que permet l'EMI, notamment à travers. Alors les attentes des parents, elles portent pas sur la création des médias scolaires, mais c'est là-dessus que je voulais t'emmener sur justement cette prévention des stéréotypes, comment on la met en œuvre très concrètement, et je pense que la question des médias scolaires est une partie tout à fait pertinente pour mettre en action ce type de sensibilisation. Oui, alors effectivement, donc les médias scolaires, c'est des projets qui peuvent par plein de dimensions aider à lutter contre le harcèlement, déjà par l'objet qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire que quand on fait un média scolaire, on publie. On étudie les règles de publication, on étudie la liberté d'expression, on étudie le droit de la presse, puisqu'il faut pouvoir l'appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, qu'est-ce qui tombe sous le coup de la loi. Les questions de droit d'auteur, les questions de droit à l'image, évidemment, sont prégnantes dans ces projets-là. Mais il va aussi y avoir effectivement tout ce qu'on va étudier autour de ces stéréotypes et de ces représentations. Mais ça va aussi être des projets qui vont permettre de créer une cohésion au sein d'un groupe. Donc, un média scolaire, que ce soit un média de classe, que ce soit un média d'établissement. Surtout si c'est des médias d'établissement, on va brasser des élèves de différentes classes et faire s'amener à se rencontrer des élèves sur d'autres projets que ceux sur lesquels ils ont l'habitude de travailler. Ils vont collaborer, ils vont devoir apprendre à travailler les uns avec les autres. Et là, on travaille sur ce qu'on appelle le climat scolaire. Et ce climat scolaire, ça va permettre de découvrir l'autre, d'accepter l'autre et de lutter, du coup, par la pédagogie de projet, de lutter contre ces phénomènes de harcèlement. Merci beaucoup Pauline pour cette illustration très concrète du rôle de l'EMI qui prolonge bien les propos de Béatrice. Alors si on revient aussi sur des points concrets d'attention que les enseignants mais que la communauté éducative au sens plus large peut avoir une question pour Béatrice sur les signaux auxquels on doit être très vigilant quand on parle de ces questions de cyberviolence, de cyberharcèlement, comment les détecter? Alors moi, je pense que les enseignants, c'est quand même des observateurs très privilégiés des dynamiques de groupe, ne serait-ce que parce que les adolescents sont beaucoup à l'école, donc forcément, ça représente, ils sont à l'école avec leurs copains, donc il y a beaucoup de signes, mais les enseignants en général le voient spontanément, qui peuvent être l'isolement d'un coup d'un élève, ils voient des groupes se former, se reformer. S'il y en a un qui se met tout seul d'un coup, il se passe peut-être quelque chose. Évidemment, la question des résultats scolaires qui baissent, la question des transgressions, des heures de cours séchées, mais ça fait déjà partie des indicateurs aussi un petit peu repérés. Un enfant un adolescent qui demanderait tout le temps à aller aux toilettes, ce genre de choses. En fait, toutes les ruptures de comportement qui semblent pas coller avec ce qu'on pouvait connaître d'un jeune avant. Alors, il s'agit pas de tout pathologiser, mais ça peut être effectivement des signaux d'alerte que peut-être il se passe quelque chose de compliqué pour lui, que ce soit de l'ordre du cyberharcèlement ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de problématiques auxquelles les jeunes peuvent être confrontés à l'adolescence. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce genre de signes qui peuvent faire appel dans les classes. Et puis, ça fait évidemment écho à ce que les parents peuvent observer à la maison, que ce soit des problèmes de sommeil, des problèmes d'alimentation, encore une fois des problèmes d'évitement scolaire, soit qui se traduisent par des résultats scolaires en baisse, ou par un investissement, ou par une difficulté à y aller, des symptômes psychosomatiques qui pourraient évoquer une forme de phobie scolaire aussi. Tout ça évidemment sont des signes d'alerte, et c'est important que les uns et les autres puissent en discuter, parce que parfois ce qui a été observé à l'école, ce qui a été observé à la maison, au collège et à la maison, correspondent ou ne correspondent pas, et peuvent être évidemment des opportunités pour ouvrir le dialogue, parce que je pense que ce qui est important quand même là-dedans, c'est de rester à l'écoute des jeunes, parce qu'observer les signes,
c'est fondamental, mais il y a aussi cette posture d'ouverture qu'il faut pouvoir transmettre, qu'on soit parent, qu'on soit professionnel, qu'on soit enseignant, de dire voilà, s'il y a quelque chose qui va pas, je suis une personne, un adulte de référence, et donc tu peux venir m'en parler. Cette idée-là, cette confiance-là, elle est, à mon avis, complètement indispensable, et elle permet aussi d'avoir un regard qui n'est pas normatif sur ce qui pourrait faire violence ou non à un jeune. Et ça, je pense que c'est quelque chose vis-à-vis duquel il faut être très prudent. Quand on est adulte, qu'on assiste involontairement d'ailleurs à des échanges entre ados, il y a des choses qui peuvent nous paraître violentes. Mais enfin, tu parles pas comme ça à ton copain. Et en fait, ça fera pas violence dans cette relation-là à ce moment donné-là. Par contre, il y a des choses qui peuvent nous paraître totalement anodines, mais qui en fait, elles, vont faire violence. Donc, si par exemple, en tant qu'adulte, on dit tous les surnoms sont des formes de harcèlement, donner un surnom à quelqu'un, c'est forcément le harceler. En fait, on va faire un raccourci extrêmement rapide qui ne tient pas compte de ce que vit le jeune. Donc, c'est pour ça que moi, je mettrais vraiment au centre, même si c'est pas tout à fait un signe, l'écoute qu'on peut avoir vis-à-vis de ces jeunes, parce qu'en fait, c'est dans une certaine mesure, il y a des grandes normes avec lesquelles tout le monde s'accorde pour dire que c'est violent, mais sur les petites violences, sur les micro-violences, c'est quand même le jeune qui est légitime à dire ce qui fait violence pour lui ou non, et si on l'écoute pas, on passe à côté de ce qu'il est en train de vivre. Donc une grande vigilance, mais aussi une écoute, et puis une capacité aussi à accepter effectivement que les normes évoluent et que les lignes bougent, et que ce qui pour nous effectivement était inadmissible ou pas entendable peut l'être, et donc voilà, d'être dans une posture non jugeante en quelque sorte, mais extrêmement vigilante. Et pour passer à la prochaine question sur les actions concrètes, selon vous, que on peut mettre en place dans le cadre scolaire pour lutter justement contre alors les violences en ligne, qui souvent ne se passent pas forcément dans le cadre scolaire. Enfin, il y a beaucoup de violences en ligne qui se passent en dehors du cadre scolaire. Donc, comment l'école ou depuis l'école, on peut participer à créer cet environnement? C'est une question qui n'est pas facile. Non, c'est une question qui est très difficile, et je serais très modeste et très prudente sur cette question, parce que même lorsqu'on parle du harcèlement scolaire, on n'a pas aujourd'hui de données claires sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a eu, il y a quelques mois, une revue de littérature faite sur les 5 programmes les plus diffusés à l'échelle mondiale, donc sur des populations absolument énormes. Et donc Benoît Galland, le chercheur que je citais tout à l'heure, est un des principaux auteurs de cette publication. Il conclut qu'on n'en sait rien quasiment. En tout cas, le nombre de programmes qui montrent des effets significatifs est extrêmement faible. Et si on parle d'effets durables, on en a quasiment pas. Et ils sont très difficilement transférables. C'est-à-dire que si on les met dans un pays, celui-là il fonctionne, on met dans un autre pays, il fonctionne plus. Donc c'est pour dire la complexité de ce problème, qui n'est pas que un problème d'adolescence, qui n'est pas qu'un problème qui est un problème en fait qui concerne la société tout entière. Quand on a parlé tout à l'heure du lien avec les stéréotypes de genre, avec le sexisme, parce qu'effectivement c'est un déterminant qu'on retrouve énormément tant dans le cyberharcèlement que dans le harcèlement en face à face. Dans le cyberharcèlement, c'est très visible, parce qu'évidemment il y a toutes ces histoires de pornodivulgation pour les filles, toutes ces insultes à caractère sexiste, on va les traiter de putes en fonction de ce qu'ils auront pu montrer. Donc c'est très très visible. Pour le harcèlement face à face, c'est moins visible, mais on retrouve quand même ce sexisme lorsque c'est la figure de l'intello par exemple qui est malmenée, parce que quelque part il transgresse les codes de la masculinité dominante qui se voudrait viril. Donc en fait on est encore dans une dynamique sexiste. Donc voilà, quand on parle de endiguer le sexisme, en fait c'est un problème social, on peut pas le voir que par le petit bout de la lorgnette. Donc voilà, moi je serais vraiment très très prudente. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Je suis convaincue que les enseignants qui nous écoutent ont beaucoup de pistes aussi d'expérimentation, mais voilà, pour moi c'est un problème énorme qu'on doit prendre à bras le corps par plein de bouts différents, que ce soit par l'éducation à la sexualité, à la vie affective, que ce soit par l'éducation au consentement, que ce soit par le climat, l'amélioration du climat scolaire et tout ce qui peut être fait autour des interactions entre jeunes, on va vers d'une meilleure communication, parce que c'est aussi là qu'on va écouter l'autre. Voilà, aujourd'hui, je connais pas d'action spécifique au cyberharcèlement. On est plutôt sur des actions plus
pour la question du harcèlement scolaire, avec globalement 3 grandes catégories. Celles qui visent plutôt les agresseurs, donc la prise de conscience que ce qu'ils font blesse et qu'ils ont les moyens de changer et d'interagir autrement. Celles qui visent plutôt les témoins, où on essaie de leur dire, en fait, vous êtes déterminants parce que si vous ne cédez pas à cette dynamique de groupe, en fait, on va peut-être réussir à tout déconstruire et à passer à côté de du harcèlement, à dégonfler en fait la dynamique du harcèlement. Et puis celles qui visent les victimes, encore une fois, il s'agit pas de les rendre responsables, mais de leur montrer qu'elles sont pas complètement impuissantes et que elles ont aussi parfois les moyens de se protéger, d'alerter et de répondre. Il y a aussi des démarches thérapeutiques qui vont dans ce sens-là. Donc voilà, on a vraiment ces 3 éléments-là, plus la question du climat scolaire. Et je pense que c'est un peu les mêmes recettes qu'il va falloir mobiliser avec tout ce que ça a à la fois de décourageant et en même temps, on parle vraiment de l'amélioration du bien vivre ensemble. Donc pour moi, le harcèlement, ce n'est que la partie émergée d'un énorme iceberg qui traite des relations hommes-femmes, qui traite des relations entre personnes vulnérables et moins vulnérables, et comment est-ce qu'on peut être tous ensemble et faire société sans s'écraser les uns les autres. Donc voilà, je sais que j'ai ouvert très large la focale, mais je pense que c'est à la mesure du problème dont on est en train de parler. Oui, j'entends bien que vous ne voulez pas céder à une promesse facile, d'une recette miracle qui permettrait à tous les enseignants et toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui d'avoir la solution clé en main pour lutter contre ce fléau. Néanmoins, là, vous avez donné quand même 3 pistes, 3 méthodologies en quelque sorte qui sont extrêmement complémentaires, les victimes, les témoins et les agresseurs, avec évidemment des approches adaptées pour chaque groupe, qui parfois d'ailleurs peuvent être on peut être témoin, agresseur simultanément pour la même personne, et ça ne simplifie pas les choses. Et puis c'est peut-être aussi par le local, par des expériences aussi qui se fondent sur un environnement avec ses spécificités. Je pense qu'il y a selon les établissements, selon les moyens dont l'équipe pédagogique dispose pour agir. Je sais pas, Pauline, si tu as des exemples, en tête, ou par rapport à ton expérience aussi d'enseignante. Alors, moi, dans le collège dans lequel j'exerçais jusqu'à il y a encore un an, on avait mis en place, c'est ma collègue qui portait ça, le dispositif Sentinelle et référent, où des adultes référents et des élèves sentinelles étaient formés plusieurs journées dans une année, tous ensemble, pour vraiment créer un effet de groupe, à être vigilants et à servir donc de sentinelle par rapport aux situations de harcèlement, avec un accompagnement, une sorte de tutorat, une possibilité d'être reçu soit par des élèves, soit par des adultes, de préférence par des adultes pour les enfants qui se sentaient pas bien, avec des élèves sentinelles qui étaient formés à avoir un regard sur ce qui se passait autour d'eux et à être dans une démarche de protection vis-à-vis des victimes, sans être dans une démarche d'accusation vis-à-vis des agresseurs. Pour ne pas être des balances, évidemment, parce qu'on voulait pas les mettre dans cette situation-là non plus. Mais voilà, ça marche. Ça marchait, en tout cas, quand je suis partie, ça marchait au collège. Je crois que c'est encore en place actuellement. Ça fonctionne, mais ça va être des choses. Donc voilà, on va gérer le harcèlement, pas que le cyberharcèlement. Après, ça m'est déjà arrivé aussi en tant que professeur documentaliste d'aller dans des classes faire des rappels à la loi, à ce qu'on a le droit de publier ou pas, parce que dans telle classe, on avait un problème sur un groupe de classe, un groupe de réseau social avait émergé. Donc ça, je l'ai fait. Ça peut fonctionner. Effectivement, j'ai essayé de me poser comme quelqu'un. Voilà, je vous dis ça c'est le cadre de la loi. Si vous êtes victime, vous avez ces possibilités-là. Si vous êtes agresseur, sachez que vous risquez telle ou telle chose. Et en leur disant que j'étais aussi disponible pour pouvoir les entendre, les écouter, recueillir leurs paroles s'ils avaient envie, besoin de parler. C'est important qu'il y ait des adultes qui puissent être identifiés dans les établissements pour ça. Après, je vous donnerai pas de recette miracle non plus parce que ça dépend des dynamiques d'établissement, ça dépend des cultures d'établissement. Qu'il va y avoir des établissements où on va plutôt aller voir le prof principal, d'autres ça va plutôt être les CPE, d'autres ça va être des personnes en qui on a confiance. Ça dépend des élèves et de leur ressenti.
Donc, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est vrai que certaines personnes puissent être identifiées facilement comme des personnes de confiance par les élèves, c'est très important pour pouvoir recueillir cette parole et agir du coup déjà quand des choses se passent mal. Merci Pauline pour ton témoignage. Et alors, il y a une dimension qu'on va aborder là dans la prochaine question sur le rôle des familles, puisque le monde enseignant et l'école ne peut pas aussi être seul à agir contre ces phénomènes. Donc, Béatrice, comment vous, d'après ce que vous avez vu dans votre enquête et aussi par votre expérience et votre expertise sur la question de la parentalité, d'après vous, comment on peut, depuis l'école ou à côté de l'école, impliquer les parents qui, bien souvent, se sentent aussi un petit peu démunis sur les démarches à entreprendre pour justement combattre le cyberharcèlement? Oui, bah, les parents se sentent démunis et puis se sentent terriblement responsables. Donc, je pense que, enfin, responsables. Ils ont l'impression que, voilà, c'est quelque chose, quelque part, ils ont fait quelque chose qui n'allait pas pour que leur enfant soit harcelé ou cyberharcelé. Donc, ça, c'est la partie qu'il faut sans doute, c'est la partie de la culpabilité qu'il faut désamorcer parce qu'elle est contre-productive. Après, celle qui est bonne, évidemment, c'est celle qui permet de s'occuper de son enfant et de pas prendre le problème à la légère. Mais voilà, moi, je pense que, bah, ce que dit Pauline, hein, ce lien de coéducation entre parents et professionnels, cette alliance éducative autour de ce problème-là, elle est vraiment centrale. Il y a beaucoup de parents qui ont peur d'être mal reçus, peur de ne pas être pris au sérieux, peur que leur enfant finalement, lui non plus, soit pas pris au sérieux ou qu'on lui réponde d'une manière inadéquate, qu'on minimise ce qu'il vit. Donc c'est ce lien de confiance en fait entre parents et enseignants qu'il faut continuer de cultiver. Alors je sais qu'il y a la majorité des endroits où ça se passe très bien quand même, hein, et où les enseignants font un travail vraiment formidable, mais c'est vraiment ce lien-là qui est fondamental parce qu'il faut que les parents se sentent voilà, en confiance pour venir parler de leurs doutes, y compris si leur enfant et ils le soupçonnent d'être un agresseur. En fait, moi, je sais pas aujourd'hui, voilà, si il serait partout bien reçu qu'un parent dise, voilà, j'ai découvert qu'en fait mon enfant peut-être en malmène un autre, et là aussi, je voudrais du soutien parce qu'en fait, on n'arrivera pas à faire, à déconstruire cette dynamique-là si on reste dans des représentations très manichéennes. On a d'un côté des méchants harceleurs irrécupérables, de l'autre côté des victimes qui le resteront toute leur vie. En fait, il faut réussir à faire évoluer ces catégories-là. D'abord parce que on sait qu'il y en a beaucoup de harceleurs qui étaient d'anciens harcelés, donc déjà ça fait bouger ces lignes. Il ne s'agit pas d'excuser ce qu'ils font, mais il s'agit de comprendre dans quelle dynamique ils sont, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir résoudre mieux le problème. On sait que les phénomènes d'entraînement groupe, c'est compliqué, surtout à l'adolescence, parce qu'on est dans cette période où justement s'individuer, mais c'est pas encore facile, on n'est pas encore aussi bien outillé quand on est adulte. Donc voilà, sortir vraiment de ces points de vue manichéens. C'est pour ça que moi je vais très prudemment avec les réponses répressives. Je pense que le cadre de la loi il est indispensable, mais que la réponse répressive est extrêmement limitée. D'abord parce que la temporalité judiciaire n'est pas en adéquation avec les besoins des victimes qui veulent que ça s'arrête ici et maintenant, qui ont besoin que ça s'arrête ici et maintenant, et qu'en plus, encore une fois, on est dans cette période d'éducabilité où le but, c'est que justement, les jeunes ne restent pas prisonniers de ces étiquettes, qu'ils restent pas, j'ai été un harceleur et finalement, c'est mon identité et quelque part, je finis bon gré mal gré par me l'approprier, ni je suis une victime parce que peut-être j'ai été victime, mais je ne suis pas forcément, au sens identitaire du thème, une victime. En tout cas, je ne le suis pas pour toujours. Donc voilà, c'est vraiment cet enjeu-là de libérer la parole et de fluidifier ces rapports pour que les parents puissent à la fois identifier où sont leurs ressources, qu'elles soient dans l'école ou à l'extérieur de l'école. Donc, je pense évidemment à la plateforme d'écoute du 3018 hein, qui donne aussi des repères à dire qu'est-ce que je peux faire concrètement, quel est mon rôle, où est-ce que je peux accompagner les enfants, qu'est-ce qui est possible d'être déclenché en fait comme action, et notamment sur la question du cyberharcèlement. Ils sont très réactifs parce qu'ils ont vraiment les moyens de faire supprimer par exemple des contenus très très rapidement. Donc, faut pas hésiter à la solliciter. Et puis dans le cadre scolaire, voilà, cultiver ce lien autant que possible, fragile et si précieux entre les parents et les équipes enseignantes.
Merci beaucoup, Béatrice, et je pense que c'est intéressant de conclure, ou en tout cas conclure et ouvrir sur cette place décisive de la coéducation, enfin de ce qu'on appelle la coéducation pour trouver des solutions ensemble, puisque de toute façon, comme vous l'avez très bien expliqué et illustré, c'est un problème sociétal. Donc on ne pourra pas faire sans toutes les alliances en fait qui sont nécessaires pour trouver des pistes de solutions et agir ensemble. Alors peut-être pour terminer aussi, avant de laisser la place aux questions qui sont nombreuses et aux remarques aussi nombreuses dans le chat, Pauline, est-ce que tu peux nous parler des ressources que le CLEMI a mis en ligne et que je vous invite évidemment à consulter? Tout à fait. Donc pour ça, je vais vous emmener faire un petit tour sur le site du CLEMI. Je vais vous partager mon écran. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil du CLEMI, vous avez évidemment le lien pour vous inscrire sur les webinaires du cycle des invités du CLEMI. Nous mettrons prochainement en ligne le lien pour vous inscrire sur celui du mois de décembre qui portera sur le dessin de presse et nous vous communiquerons la programmation de la suite de l'année ultérieurement. Mais vous avez juste au-dessus, ici, nous avons mis en ligne tout un silo de ressources sur ces questions du cyberharcèlement. Vous cliquez dessus. Et vous arrivez sur cette page sur laquelle vous trouverez tout un tas de ressources. Donc déjà, le lien vers le replay de ce webinaire qui sera mis en place dès que le replay sera disponible. Des fiches pédagogiques qui peuvent vous aider à travailler sur ces questions du cyberharcèlement en classe. N'hésitez pas à aller les voir. Des épisodes des clés des médias sur la rumeur, qui peut être à l'origine de harcèlement. Le droit à l'oubli, parce que le droit à l'oubli, nos élèves, enfin tout le monde y a droit, mais c'est encore plus prégnant pour les moins de 18 ans. Alors, c'est pas vraiment le droit à l'oubli, puisque rien n'est effacé, mais c'est un droit au déréférencement des contenus qui peuvent gêner un adolescent dans sa vie plus tard. On a le droit de faire déréférencer les pages Internet nous concernant. Le droit à l'image, le droit à l'information. Donc tout ça, vous trouverez des épisodes des clés des médias. Vous avez 2 propositions académiques sur des guides d'utilisation des réseaux sociaux ou des guides liés à des crises à cause de phénomènes sur les réseaux sociaux, l'un de l'Académie de Montpellier et l'autre de l'Académie de Bordeaux. Vous avez aussi des liens vers des propositions de formation dans certaines académies. Donc je sais qu'il y a certains cordeaux qui sont connectés. Si vous en avez chez vous qu'on n'a pas répertoriés, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On les mettra dans la page. On les mettra sur cette page. Donc voilà, il y a des académies de Versailles, Poitiers, Montpellier, et toute une liste de ressources que vous pouvez aller voir, de sites partenaires qui vous proposent des choses, des actions, des ressources clés en main pour pouvoir travailler ces questions-là avec les élèves. Je vais arrêter avec les ressources maintenant pour pouvoir laisser la parole à la salle et vous pouvoir répondre à vos questions sur les 7 minutes qui nous restent. Et je vous promets qu'on sait que vous avez tous une vie en dehors du travail et qu'à 18h, on coupera la diffusion. Donc, alors je vais commencer par une question, mais à laquelle on a un peu répondu, que j'ai noté tout à l'heure, qui est beaucoup plus haut dans le chat, qui était comment un ado peut avoir le courage de dénoncer. C'est un petit peu ce qu'on disait, alors vous compléterez si ce qu'on disait sur la question des adultes de confiance, peu importe l'adulte, que ce soit un surveillant, un enseignant, un CPE, l'infirmière scolaire, la psy-EN, si on reste dans le milieu scolaire, mais ça peut être un animateur de MJC, ça peut être un grand frère, un cousin, un oncle, une tante, quelqu'un de confiance que l'adolescent va identifier autour de lui, à qui il ira se confier. Pour pouvoir, voilà, tu vas pas bien, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais c'est important que chaque ado puisse avoir dans son entourage, si c'est mieux si c'est ses parents. Si c'est pas ses parents, c'est pas grave, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Voilà. Donc, pour cette question-là, j'espère que j'ai répondu à la question qui avait été posée. Je vois beaucoup passer de commentaires au sujet des interventions de gendarmerie et police. Ça peut être effectivement des solutions, des morceaux de solutions, parce que aucune solution n'est pleine et entière et que chacune marche en fonction de ce qu'on va faire les uns avec les autres. Mais si une intervention est co-construite et cohérente avec ce qui est dit en établissement, et ça peut être un plus, ça peut être une autre brique pour construire un programme de lutte contre ces problèmes-là. Comment lutter contre le délit de harcèlement par certains personnels ?
C'est-à-dire que des enseignants qui nieraient le fait que des élèves sont harcelés? Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Oui, donc je vois une pensée pour les professeurs documentalistes. Effectivement, je ne vais pas vous dire le contraire. Les professeurs documentalistes sont centraux dans toutes ces questions autour de l'EMI et de tout ce qui peut sortir de ces projets EMI. Donc des PERDIR et des CPE qui estimeraient que ce sont des chamailleries entre élèves et non pas des phénomènes de harcèlement, c'est bien ça? Oui. Ben, on revient à un peu à cette prise en compte de la parole du jeune. Hein. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça l'idée. Hein. De toute façon, dès qu'on essaye d'avoir des critères trop rigides, on perd des jeunes et on prend le risque de dire non, ce que tu vis, en fait, c'est pas grave, t'as qu'à prendre de la distance et supporter. Et donc voilà, je pense qu'encore une fois, c'est une histoire d'écoute. Enfin, Pauline, je sais pas si. Oui. Et parfois, le fait que le harcèlement se manifeste à l'intérieur. Donc, si le phénomène de harcèlement est sur les réseaux sociaux, le réseau social n'est pas l'établissement. S'il n'y a pas de fait dans la cour de récréation, ça peut pas être pris en compte. C'est ça? Donc, oui. Oui, c'est des choses qu'on entend quand même de moins en moins parce que maintenant, ce qui est quand même de plus en plus dit, c'est que ce qui va se passer sur le groupe WhatsApp de la classe, ok, ça se passe le soir et pas dans l'établissement, mais ça a un impact sur la vie de la classe et donc ça concerne l'établissement. Il y a quand même de plus en plus de conseils de discipline qui peuvent être réunis pour ce genre de cas. C'est un discours j'avais l'impression qu'on n'entendait plus. Alors visiblement si encore, malheureusement. Mais là, oui, il y a une prise de conscience de la vie de l'élève global et de la vie de groupe et du fait que ce qui va se passer en dehors de la classe peut avoir un impact sur ce qui se passe dans la classe et donc relève du milieu scolaire. Mais c'est toute la difficulté qu'on soulignait tout à l'heure de faire ce lien entre voilà l'école et ce qui se passe en dehors de l'école, notamment quand c'est en ligne, c'est encore plus compliqué. Mais tu as raison, Pauline, de souligner que à partir du moment où ça a un impact sur l'élève et sur le climat scolaire et sur la classe, ça évidemment concerne les enseignants. Et donc là, le cas où ça serait deux élèves qui sont pas scolarisés dans le même établissement, mais qui ont été dans le même établissement ou qui sont ensemble au club de foot ou au dessin et qui ne sont pas ensemble dans le même établissement, là, effectivement, c'est très compliqué pour le collège d'intervenir s'ils n'ont pas les élèves concernés, tous les élèves concernés dans leur cohorte. C'est une question difficile. Là, je dirais que le recours, ça va être les parents et un dépôt de plainte. Parce que en fait, au bout d'un moment, la loi s'applique et le dépôt de plainte est une solution qui reste tout à fait envisageable en dernier recours. En dernier recours, quand il faut porter plainte, la loi s'applique. Il n'y a pas de. Donc, je pense que dans le cas où effectivement il ne peut pas y avoir de conseil de discipline puisque les élèves sont pas tous les deux dans l'établissement, oui. Et il reste le cadre général de si c'était un inconnu. Hein, oui. Oui. Tout à fait. Que pensez-vous du dispositif phare? Moi, personnellement, je n'ai pas assez de recul et je n'étais plus en établissement quand ça a été appliqué, donc je ne l'ai pas vécu en pratique, donc je ne me prononcerai pas sur ce dispositif. Il n'y a pas d'évaluation encore à ma connaissance. Voilà. Je ne crois pas qu'ils aient fait de bilan, donc c'est difficile de... En tout cas, il ne fait pas partie des 5 dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient des dispositifs internationaux. Phare réunit plein d'anciens, une partie d'anciens dispositifs de l'éducation nationale qui ont été intégrés. Et en tout cas, je ne faisais pas référence à ça, pour être parfaitement clair. Alors, j'ai vu passer les captures d'écran. Faire des captures d'écran, oui, effectivement, ça c'est un conseil que je donnais quand j'étais en établissement. À la moindre séance sur les réseaux sociaux, je m'assurais que tous les élèves étaient capables de faire une capture d'écran parce que parfois on se rend compte qu'en fait, ils viennent d'avoir le téléphone et qu'ils savent pas le faire. Donc, si vous savez pas le faire, chers élèves, vous passez me voir à la récréation, on regardera pour votre modèle de téléphone comment ça se passe. Je veux que vous soyez capable de pouvoir le faire. Et en leur disant, voilà, premier réflexe, vous avez des messages qui tombent. Effectivement, vous faites une capture d'écran pour conserver des preuves en cas de dépôt de plainte. Parce que les messages peuvent être effacés et que c'est, voilà. Donc, effectivement, voilà. Ensuite, qui répond quand on appelle au 3018?
Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs. Oui, Ouais. en fait, chez e-enfance, ils ont des psychologues, ils ont des juristes et ils ont des spécialistes du numérique. Et en fait, en fonction, au début, ils accueillent le jeune, souvent qui a quand même besoin d'être un petit peu rassuré, calmé, donc ils gèrent un peu le côté émotionnel. Et après, ils identifient en fait quel est son besoin et ils l'orientent vers le professionnel, l'interlocuteur dont il a besoin. Donc, si c'est une réponse plutôt en termes d'accompagnement, parce que voilà, si c'est une réponse vraiment faire supprimer un contenu, bon voilà, il y a les spécialistes. Et puis s'il faut déposer une plainte, c'est plutôt le service juridique. Donc voilà, ils vont articuler entre ces différentes ressources. Voilà. Alors j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de messages de merci et bonne soirée et de moins en moins de questions. Certains ont mis en place des boîtes aux lettres de l'association des papillons, je n'en ai pas entendu parler. Sensibiliser les enseignants au cyberharcèlement. Alors, je vous renvoie vers soit vos coordos Clémy qui peuvent peut-être avoir des pistes ou en tout cas vous renvoyer vers les personnes référentes dans vos académies. Aussi, le programme phare. Tout à fait. Il est désormais 18h01. Je vous avais promis de vous libérer à 18h. Donc, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée et nous vous enverrons pour ceux qui ont accepté d'être contactés, nous vous enverrons les programmation pour les webinaires, les prochains webinaires de ce cycle. Et je vous dis merci de nous avoir suivis et merci de l'intérêt que vous portez à nos actions. Et merci beaucoup à Béatrice d'avoir participé à cette soirée. Merci Béatrice, merci Pauline et merci à toutes et à tous et bonne soirée. Bonne soirée.